Super, merci de l'invitation. Je suis très heureux d'être là pour deux raisons. La première, c'est la première fois que je viens au PCF. Et la deuxième fois, c'est probablement la seule fois où vous rencontrerez un hygiéniste de toute votre carrière. Donc je vais essayer de profiter de cela pour vous faire passer un certain nombre de messages. Donc l'objectif de ma présentation était de discuter si effectivement l'antibiorésistance était une catastrophe de santé publique. Et j'ai décidé d'essayer de faire 4 parties différentes. Une première, vous donner l'état des lieux et vous dire que c'est réellement une catastrophe. Une deuxième, essayer de vous expliquer les choses. Une troisième, de vous montrer ce qu'on a mis en place en France depuis un certain nombre d'années. Et puis après, ouvrir vers des perspectives et des horizons et voir comment vous allez participer à maîtriser ce risque-là. Donc, si vous en êtes d'accord, je vais essayer de tenir dans les 25 minutes. Donc oui, l'antibiorésistance est une catastrophe. Oui, quand vous regardez la map du monde, tous les pays sont touchés et vous avez ici l'incidence et la prévalence des infections à EBLSE, donc à entérobactéries sécrétrices de bêta-lactamase à spectre élargi dans le monde entier. Tout le monde est touché, il n'existe pas un seul pays qui n'est pas concerné. Des pays où la prévalence est plus faible, comme l'Europe du Nord, de l'ordre de 3 à 5%, et des pays où la prévalence est beaucoup plus élevée, comme l'Inde, de l'ordre de 70%. Et quand vous regardez des pays comme le Niger, il y a 90% de la population qui sont porteurs de entérobactéries sécrétrices de bêta-lactamase à spectre élargi. Donc réellement, c'est un problème de santé publique majeur. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça évolue de façon extrêmement rapide. Et là, je vous ai remis un papier d'il y a maintenant quelques années qui nous avait montré un petit peu l'évolution de la résistance au sein d'une population communautaire en France, et notamment dans la région parisienne, et qui suggérait une multiplication par 10 de la prévalence en l'espace de 5 ans. Et je vais vous dire tout à l'heure pourquoi ce phénomène ne risque pas de s'arrêter, et on verra bien si on va arriver aussi en France à 90% de porteurs. Et la problématique en fait de cette résistance, c'est qu'elle a débuté à l'hôpital avec des anciens papiers que vous ne connaissez probablement pas, des années 2000, où la majeure partie des patients porteurs étaient des patients hospitalisés, antérieurement hospitalisés et qu'on retrouvait dans la communauté. Puis très rapidement, on a vu cette résistance diffusée au sein d'une espèce particulière qui est Escherichia coli, et on reviendra sur la notion d'Escherichia coli et le pourquoi finalement de la gravité que ça diffuse au sein d'Escherichia coli. Et c'est là où on a vu, une fois que la résistance est entrée au sein de l'espèce Escherichia coli, la démultiplication des patients porteurs, et c'est la raison pour laquelle la résistance ne régressera probablement pas. Tout le problème de la résistance actuelle est lié simplement au fait qu'elle est évolutive. Et je vous ai mis ici les derniers mécanismes de résistance que nous connaissons, ce sont les carbapénémases, pour vous faire passer 2 messages. Vous avez ici le spectre d'hydrolyse des différentes carbapénémases. Elles ne se ressemblent pas entre elles. Lorsqu'on dit qu'un patient est porteur d'une bactérie avec une carbapénémase, ça peut être une carbapénémase sensible aux céphalosporines de 3e génération, et ça peut être une carbapénémase résistante à tous les antibiotiques. Et donc, il est très difficile pour nous, en tant que cliniciens, d'identifier les patients qui sont porteurs de tel ou tel mécanisme. Par contre, et je vous ai mis sur le côté à droite, les pays ou les zones d'endémie. Et on sait que certaines carbapénémases circulent dans certaines zones. Je prends un exemple qui est la deuxième, qui est la métalloenzyme. La New Delhi métalloenzyme, c'est un mécanisme de résistance qui circule essentiellement en Inde. Et donc, obligatoirement, en Europe, on va le retrouver où ? Là où la population d'origine indienne est majoritaire, donc en Grande-Bretagne. Et si vous regardez la France, c'est juste à côté d'ici, c'est le 10e arrondissement de Paris. Et je pense que cette notion est importante, la notion d'épidémiologie. Lorsque vous allez choisir des antibiotiques pour traiter un patient, vous ne pouvez pas exclure cette notion d'épidémiologie. Enfin, et c'est un élément extrêmement important, l'Europe n'est pas épargnée du tout. Et là, vous avez effectivement la diffusion des carbapénémases sur cette map européenne, entre guillemets, avec des pays qui sont totalement endémiques, en rouge, comme l'Italie, la Grèce et la Turquie, si vous voulez inclure la Turquie en Europe. Mais aussi, vous avez des pays qui ont connu des épidémies, et des épidémies multiples, comme la France et le Portugal. Et donc, on est vraiment dans une situation où la résistance est mondiale, et je vais essayer de vous apporter un petit peu d'arguments pour vous expliquer le pourquoi de cela. Avant de passer à l'explication, je voudrais quand même vous montrer cette courbe-là, qui est l'incidence des infections à EBLSE en France, en rouge, et le parallèle avec les infections à staphylocoque doré. Le monde entier s'étonne que nous ayons réussi à contrôler le staphylocoque doré résistant à la méticilline et que nous n'arrivions pas à contrôler les entérobactéries sécrétrices de bêta-lactamase à spectre élargi. Et vous voyez bien qu'alors qu'il y a une décroissance
de l'incidence des infections à SARM, vous avez une augmentation de l'incidence des infections à BLSE. Et ça, l'explication vient tout simplement du fait que ce mécanisme de résistance qui actuellement est pandémique circule au sein des souches des entérobactéries. Pourquoi c'est inquiétant? Et c'est là où vous pouvez regarder un petit peu la diapositive. C'est tout simplement inquiétant parce que ça circule au sein des entérobactéries. Et là, je vous ai mis les données de Réa Raisin pour vous montrer la part des entérobactéries dans les infections, qu'elles soient pneumonie, bactériémie ou autres. Ce sont les espèces les plus fréquemment associées aux infections, qu'elles soient nosocomiales ou communautaires. Et donc, vous avez un mécanisme de résistance qui est pandémique, ou des mécanismes de résistance qui sont pandémiques, qui circulent au sein d'isolats responsables d'infections communautaires et nosocomiales. Donc, la résultante est obligatoirement une augmentation des infections à ce type d'isolat et à ce type de mécanisme de résistance. Alors, le pourquoi de tout cela? Pourquoi finalement la résistance diffuse et qu'on n'arrive pas à la maîtriser? C'est extrêmement simple. Et c'est simplement lié au fait que si vous prenez la population générale et que vous cherchez combien d'entre nous sont porteurs de staphylocoque, guère plus de 50% d'entre nous seront porteurs. C'est entre 25 à 50%. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que si je vous passe mon staphylocoque et que vous n'avez pas la niche écologique, vous finirez par vous en débarrasser. Alors que pour les entérobactéries, nous sommes tous porteurs d'entérobactéries. Nous avons tous la niche écologique qui nous permet d'acquérir et d'être porteurs d'un Escherichia coli. Non seulement nous avons tous la niche écologique, mais tous les animaux à sang chaud sont porteurs d'Escherichia coli. Et quand vous regardez l'environnement, il est aussi colonisé et contaminé à Escherichia coli. Et c'est la première explication. Le réservoir potentiel est majeur. Et la deuxième explication, c'est le mécanisme de résistance, vous le voyez un peu plus bas. Il est plasmidique, il est transférable. C'est-à-dire que non seulement je vais le transmettre aux bactéries qui sont issues de mon clone initial, mais aussi à mes cousins et à mes cousines. Et ce qui fait que, chez un même patient qui est porteur d'un Escherichia coli BLSE, il peut être demain porteur d'une Klebsiella BLSE et après-demain d'un entérobactère. Et puis ce que je peux vous dire entre nous, c'est que ça n'a aucun coût énergétique pour la bactérie. Acquérir ce mécanisme de résistance ne fait pas qu'elle va se multiplier moindre ou moins bien que les autres bactéries. Et donc il n'y a aucune raison, une fois qu'on a acquis la BLSE, qu'on s'en débarrasse de façon définitive, et on reviendra sur cette notion-là un peu plus tard. Et puis surtout, je voudrais que vous remarquiez un autre chiffre qui est autour de l'antibiothérapie. Je vous ai mis, est-ce que l'antibiothérapie a un rôle dans la participation et la diffusion des staphylocoques dorés? Très très peu. Il y a peut-être une classe antibiotique qui est associée quand on regarde les données de la littérature. Mais quand vous regardez les données de la littérature au cours des entérobactéries, tous les antibiotiques, tous, il n'y en a pas un seul qui n'est pas associé, y compris les carbapénèmes. Quand vous regardez la consommation des carbapénèmes, elle est associée à l'émergence et la diffusion des BLSE. Et si vous voulez, on en discutera un peu plus tard. Et pourquoi c'est très inquiétant? C'est très inquiétant parce que finalement, il vous suffit de peu pour acquérir. Vous avez à gauche, je ne sais plus de votre côté, ça doit être, oui, c'est à gauche. Vous avez à gauche la prévalence des différents pays dans le monde. Plus c'est sombre, plus la prévalence est élevée. Et vous avez à droite la prévalence ou le risque d'acquisition si vous voyagez vers ces pays-là. Et vous le savez, il y a des données dans la littérature qui ont suggéré que 50% des voyageurs européens qui se dirigent vers un pays où la prévalence est plus élevée, que ce soit le Maghreb, l'Afrique ou l'Asie du Sud-Est, ont un risque d'acquérir une BLSE. Et si vous allez en Asie du Sud-Est, votre risque est de 70%. Ce qui fait que la transmission et l'acquisition est un phénomène extrêmement fréquent. Et donc, c'est une situation épidémiologiquement où on ne reviendra probablement jamais à l'état basal ou à zéro. Enfin, et ça c'est un élément important, c'est que quand vous regardez les données de la littérature, voilà ce que nous prédisent les modèles. D'abord, une prévalence extrêmement élevée dans des populations, et si vous prenez par exemple l'Asie du Sud-Est, on estime qu'il y a entre 50 à 70% des personnes vivant en Asie du Sud-Est qui sont porteurs de BLSE. Si vous regardez le Moyen-Orient et le Maghreb, 30%. Et si vous regardez l'Europe, entre 5 à 10% de porteurs. L'explication, elle est là. 3 choses importantes. L'épicentre de la résistance, c'est toujours l'hôpital. Et puis après, ça sort de l'hôpital vers les longs séjours. Et comme il y a des voyages de pays de haute prévalence vers des pays de faible prévalence, il y a des transferts de résistance. Et puis quand ça se retrouve au niveau de la communauté, là, ce n'est plus du tout maîtrisable.
Je sais maîtriser dans mon hôpital, je ne sais pas maîtriser chez moi à la maison. Et une fois que c'est dans la communauté, ça va se retrouver dans l'environnement, dans le monde animal. Et si vous prenez les données françaises, jusqu'à 90% des bovins peuvent être colonisés à un moment de leur vie par une BLSE. Et donc, vous avalez probablement tous les jours un certain nombre d'aliments qui sont contaminés par BLSE. Et donc, ce qui explique le fait que, probablement, qu'on ne reviendra jamais à zéro. Alors, le problème, c'est qu'est-ce que nous avons mis en place en France? Et je vous ai pris un petit peu cette phrase pour vous dire il faut se méfier quand même. La peur est très mauvaise conseillère. Et ce que nous avons essayé de mettre en France, je ne suis pas sûr que ce soit la solution. D'abord, nous avons désigné des référents antibiotiques. Nous avons concentré le savoir sur une personne à l'hôpital, une ou deux personnes. Et on a fait de vous tous et de moi des exécutants, des gens qui ne remettent pas en cause les questions. Et je pense que ça, c'est une erreur fondamentale sur laquelle, malheureusement, peu de gens reviendront. La deuxième chose, c'est qu'on a isolé les patients. On a monté des murs, pensant que les bactéries allaient s'arrêter soit à l'entrée de notre pays, soit à l'entrée de notre hôpital. Or, 10 ans après, on a compris que les murs, ça ne fonctionne probablement pas. Et le troisième élément, c'est qu'on a restreint les antibiotiques. Parce que vous savez qu'en France, les nouveaux antibiotiques, il ne faut surtout pas les prescrire. Il faut les mettre de côté, il ne faut pas les utiliser. En pensant que certains antibiotiques peuvent être associés à plus de risques d'émergence de résistance que d'autres. Mais en fait, quand vous regardez, et ça c'est l'un des vôtres qui a publié ce papier-là, et que vous posez la question aux différents spécialistes, qu'ils soient microbiologistes, réanimateurs ou infectiologues, comment vous classez les antibiotiques? Quelles sont les conséquences écologiques des antibiotiques? Et bien, vous réalisez très très vite que ce que nous avons appris, nous, c'est le spectre de l'antibiothérapie. C'est-à-dire le nombre d'isolats ou d'espèces que l'antibiotique va couvrir. Mais on ne nous a jamais appris les conséquences écologiques. Mais pour une seule et simple raison, c'est qu'on a peu de données, voire pas de données. Deuxième élément, c'est que quand vous prenez les spécialistes de la question, ils peuvent publier en 2007 un papier où ils prennent des patients de réanimation admis, ils les regardent, ils ne sont pas colonisés à bactéries résistantes au carbapénème, et ils deviennent colonisés dans le temps. Et à 6 semaines, 56% d'entre eux sont colonisés à carbapénème. Et ils font une analyse multivariée, ils disent « Ah ben les carbapénèmes multiplient le risque par 3, voire multiplient le risque par 7. » La prescription préalable de carbapénème est associée à l'émergence de résistance à des carbapénèmes. Oui, probablement. Mais 4 ans plus tard, ils font un deuxième papier où ils regardent ces données-là, et ils regardent est-ce qu'il y a des modifications au niveau du microbiote. Est-ce que ça change quelque chose de recevoir de l'imipénème ou pas? Et là, surprise, zéro différence. Non seulement zéro différence, mais les bactéries dont on est porteur, les BLSE, quand vous regardez les patients qui reçoivent des carbapénèmes, alors que les carbapénèmes sont actifs sur les BLSE, eh bien, ils sont encore porteurs de leur BLSE. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que probablement, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu que nous ne connaissons pas et que nous commençons tout juste à approcher. Et quels sont ces facteurs-là? Eh bien, ces facteurs sont multiples et j'ai essayé de vous les résumer sur ce papier qui est de la même équipe, qui est une équipe française. La diffusion au niveau du tube digestif. Certes, la ceftriaxone diffuse au niveau biliaire, mais quand vous donnez 3 grammes de céfotaxime et que vous comparez les patients qui reçoivent 1 gramme de ceftriaxone, dans le tube digestif, ils vont avoir la même concentration. Parce qu'il y a peut-être 3 fois moins de céfotaxime qui passe que de ceftriaxone, mais en donnant 3 fois plus, eh bien, ce sera strictement la même chose. Et ça, c'est un élément extrêmement important. La deuxième, c'est qu'on n'est pas égaux devant la loi. Eh bien, vous avez chacun de vous votre microbiote. Et dans votre microbiote, vous pouvez avoir des enzymes endogènes qui lisent les bêta-lactamines. Et ça, on le sait depuis les années 88, des travaux faits en France. Et on ne sait pas identifier ce type de patients. Et donc, si vous prenez des patients qui reçoivent de la rocéfine et qui ont des bêta-lactamases endogènes, et que vous les comparez à des patients qui n'ont pas de bêta-lactamase endogène, eh bien, la concentration de rocéfine dans les selles, elle sera tout à fait différente, et donc les conséquences écologiques aussi. Et ça, c'est un élément fondamental qui fait que les choses sont tout à fait différentes. Troisièmement, si vous prenez l'imipénème et l'ertapenem, la diffusion dans la voie biliaire est tout à fait différente. L'imipénème, c'est que de 2%. L'ertapenem, c'est entre 50 à 70%. Et donc, les conséquences écologiques de l'ertapenem seront probablement plus importantes que l'imipénème, même si l'imipénème a un spectre beaucoup plus large que l'ertapenem. Et je pense que ces données sont extrêmement importantes pour réfléchir un petit peu à l'avenir et à ce que nous pouvons faire. Alors enfin, et dans notre monde de la microbio, on a tous notre Voldemort, c'est-à-dire la personne dont on sait qu'elle existe, mais qu'il ne faut jamais prononcer son nom.
Et ce monsieur, c'est un monsieur exceptionnel qui s'appelle Didier Raoult, qui parfois n'utilise pas la bonne forme. Et ça, c'est pour Pierre et pour Jamel. C'est un Marseillais, mais qui vient de nous sortir un petit papier dans la littérature, entre guillemets générale, nous disant que le décès n'est pas lié aux bactéries multirésistantes. Et flambé, les infectiologues, les hygiénistes, les grands penseurs, il faut lui répondre. Il a probablement raison. La bactérie elle-même n'est pas responsable de la mortalité. Ce qui est responsable de la mortalité, c'est d'autres éléments qui, effectivement, sont liés à la résistance, mais pas à la résistance directement. Ça, c'est un travail que nous avions fait il y a très longtemps, où nous avions pris les infections, quelles qu'elles soient en réanimation, associées à un sepsis. 4400 épisodes, dont un peu plus de 2600 qui étaient des infections nosocomiales, donc plus de 51%. Et nous avions regardé quels étaient les facteurs associés à la mortalité en ajustant sur la porte d'entrée l'espèce, l'adéquation thérapeutique. Et regardez la surprise, IAT étant inadéquation de l'antibiothérapie, le seul facteur qui sortait en analyse multivariée, c'était l'inadéquation de l'antibiothérapie. Donc la mortalité liée aux infections à bactéries multirésistantes, ce n'est pas la bactérie, c'est le fait que nous ne sachions pas, nous, identifier les patients qui s'infectent à ce type de bactéries, et c'est là l'effort que nous devrons faire. Et nous l'avons reconfirmé dans un deuxième travail de l'équipe Autocomria, dans lequel nous avons pris les bactériémies. Et là, la seule chose qui sortait en analyse multivariée, là aussi, c'était l'inadéquation thérapeutique, en ajustant sur le foyer infectieux, l'espèce et le délai de prise en charge. Après, la deuxième question, c'est est-ce que les infections nosocomiales sont fréquentes? Les infections à bactéries résistantes sont fréquentes? Non, c'est un événement rare. Est-ce qu'elles sont identifiables? Oui, probablement qu'elles sont identifiables. Ça, c'est un travail que nous avions fait sur les bactériémies admises aux urgences à entérobactéries. Et notre question était quelle était la part des infections dites à BLSE. Dans ce travail, 8,5% des patients étaient infectés. Résultat, dès qu'on voit le premier résultat, la majeure partie des gens, il faut mettre tout le monde sous carbapénème parce qu'on ne veut pas prendre un risque de se tromper une fois sur 10. Oui, mais quand vous regardez un peu plus bas, 62% de ces infections surviennent chez des patients qui ont eu un contact avec les soins. Donc on peut identifier. On a retrouvé des facteurs en analyse multivariée. On doit les intégrer dans nos scores. On doit réfléchir sur ces patients-là. Moi, je suis porteur d'une BMR. Si vous ne me mettez pas d'antibiotiques et si je ne suis pas hospitalisé, je ne ferai pas d'infection à ma BMR. Et donc, très clairement, oui, il y a 10% des patients qui s'infectent, mais ces patients-là sont identifiables sur un certain nombre de critères. Enfin, et quand vous regardez un petit peu les données récentes de la littérature, où est le problème? Il n'est pas dans la communauté. Le problème, il est à l'hôpital, au niveau nosocomial. Vous avez ici les données de Raisin, où vous regardez l'incidence des infections sur les dernières années. Quelles sont les infections qui ont diminué? En orange, les infections urinaires. Et pour le reste, que ce soit les pneumonies, ou que ce soit les infections sur cathéter, ou les bactériémies primaires, les chiffres sont strictement stagnent. Ils stagnent depuis les années 2006. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si 51% des infections sont liées à des infections nosocomiales, elles sont évitables. Et nous pouvons réfléchir à comment les éviter. Alors là aussi, c'est un chiffre pour vous montrer. C'est essentiellement ce que nous avons ces dernières années, une augmentation des infections du site opératoire. Et donc la mortalité des patients, si on regardait le volume des morts liées aux infections, et notamment aux infections résistantes, c'est lié à notre activité hospitalière. Alors pour comprendre comment on peut avancer, d'abord, qui sont les patients qui s'infectent finalement alors qu'ils sont porteurs de bactéries multirésistantes? Moins de 10% de la population. Et ceux qui s'infectent sont ceux qui ont un inoculum extrêmement important. C'est un papier qui a été effectué sur 300 femmes porteuses de BLSE et pour lesquelles un certain nombre d'entre elles avaient une infection urinaire et d'autres n'avaient pas d'infection urinaire. Et on a regardé deux choses. À gauche, vous avez la consommation des antibiotiques. Quand vous regardez la consommation des antibiotiques, celles qui consomment des antibiotiques ont 13 fois plus de BLSE dans leur selles comparativement aux entérobactéries totales que celles qui ne consomment pas des antibiotiques. Et si vous regardez le tableau de droite, eh ben, moins vous avez de BLSE, moins votre risque de faire une infection est élevé. Et quand vous avez moins de 10%, vous n'avez aucune chance de faire une infection à BLSE. Et donc, c'est la quantité dans les selles qui est probablement associée à l'infection secondaire. Et ça vient d'être tout juste republié par des collègues à propos des carbapénémases. Et vous avez un suivi d'une centaine de patients qui sont colonisés à carbapénémase pour lesquels on a fait toutes les semaines
une quantification du nombre de carbapénémas qu'il y a dans les selles. Et vous voyez bien la petite flèche, c'est le moment où ils font leur bactériémie. Et dans ce travail, ils ont même réussi à définir un seuil, et ce seuil est à 22%. Alors on va être positif. N'ayez pas peur. Alors faire ça dans le siège du Parti communiste, c'est quand même choquant. Mais pourquoi n'ayez pas peur? D'abord, parce que quand vous regardez les données sur les voyageurs, eh ben vous avez moins de 10% d'entre eux qui sont encore porteurs à 6 mois. Ils sont visibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la quantité de portage est extrêmement faible. Elle passe en dessous du seuil de détection microbiologique. Deuxième élément, je vous ai montré cette courbe, mais regardez-la bien. Il y a une stagnation en France sur les dernières années. Il y a eu une montée logarithmique, et puis là, ça stagne. Et il y a même aux États-Unis, qui ne sont pas les chantres de l'antibiothérapie et de l'hygiène hospitalière, il y a des diminutions qui ne sont inexpliquées. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on commence à travailler pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on se stabilise finalement en France, alors qu'on s'attendait à une multiplication par 10, et donc on s'attendait qu'en 2020, il y ait 80% de la population porteuse. Donc ça, ce sont les deux bonnes nouvelles. La troisième, c'est que nous avons des moyens diagnostiques récents. Nous savons faire le diagnostic de façon quasi immédiate. Ce sont les tests chromogéniques. Ils ont une excellente valeur prédictive négative. Ça s'appelle le bêta-lactatest ou le carbapénem test. Ce sont deux situations où quand vous avez une hémoculture, vous faites le bêta-lactatest, il est négatif, il ne s'agit pas d'une BLSE. Valeur prédictive négative de 100%. Donc nous avons des tests diagnostiques qui nous permettent de façon quasi immédiate de dire si c'est une bactérie résistante ou pas. Et ces tests-là ont été validés, non seulement dans les hémocultures, non seulement dans les urines, mais très récemment dans les pneumonies acquises sous ventilation mécanique. Donc nous avons de nouveaux moyens de au moins avancer dans le diagnostic. Enfin, nous avons des antibiotiques. Pendant des années, on nous a dit que l'industrie pharmaceutique ne fait pas. Nous avons de nouveaux antibiotiques, avec de nouveaux inhibiteurs qui nous permettent d'élargir le spectre. Si ce n'est pas en monothérapie, ça peut être en association. Et donc ces antibiotiques-là, ce ne sont pas des antibiotiques qui, à mon sens, doivent être réservés. Ils doivent être prescrits aux malades qui le nécessitent. Et la question pour nous est de savoir comment on identifie ces malades-là. Et ces antibiotiques-là, ils touchent non seulement les bacilles à gram négatifs, mais aussi les résistances au sein de coccigram positifs. Alors quel est notre rôle? Je vous ai expliqué, la première chose pour s'infecter, il faut se coloniser. Se coloniser à l'extérieur de l'hôpital, on n'y peut rien. Se coloniser à l'intérieur de l'hôpital, on peut diminuer le risque. Pour s'infecter, il faut dans un premier temps amplifier la colonisation. Et donc il faut une prescription antibiotique. Une façon de régler ça, c'est d'essayer de, à l'hôpital, réduire la consommation des antibiotiques pour les malades qui n'en ont pas. Que vous débutiez une antibiothérapie, personne ne vous en voudra. Mais que vous ne l'arrêtiez pas ou que vous ne vous donniez pas les moyens de réfléchir si ce malade nécessite une antibiothérapie, là on vous en voudra. Et puis une fois que le malade est colonisé, pour que ça traverse les barrières naturelles, il faut des moyens invasifs. Et revenons à l'essentiel. Réduisons les durées de ventilation mécanique lorsque nous pouvons. Réduisons les voies veineuses périphériques. Réduisons les sondes urinaires. Et puis nous avons autre chose sur le marché. Nous avons de quoi décoloniser nos malades. Alors si la décolonisation digestive, il ne faut surtout ne pas en parler, la décolonisation cutanée a fait ses preuves. Et donc nous avons tous les moyens pour faire aujourd'hui une médecine de qualité qui permettra de réduire le risque chez les patients porteurs de bactéries multirésistantes de faire des infections nosocomiales. Et que si vous admettez l'idée que 50 à 60% des infections ABMR sont liées aux infections nosocomiales, eh bien, ce sera déjà un volume extrêmement important qu'on pourra réduire. Enfin, diffusons le savoir. C'est une erreur fondamentale d'avoir focalisé l'antibiothérapie à certains référents. L'antibiothérapie, ce n'est pas de la chimiothérapie comme on me l'a raconté il y a une vingtaine d'années. C'est quelque chose que tout le monde fera et c'est quelque chose de passionnant. Il faut que vous sortiez de vos blocs opératoires pour aller apprendre l'antibiothérapie. C'est votre rôle. Je ne peux pas percevoir comme hier qu'on me dise les anesthésistes ne s'occupent pas de l'antibiothérapie, c'est l'équipe mobile. L'équipe mobile, elle est là, elle voit ponctuellement le malade. Vous le voyez presque tous les jours, et voire toutes les minutes, voire toutes les heures, vous êtes tout le temps à l'hôpital, et c'est un élément fondamental. Et pour cela, de quoi avons-nous besoin? D'algorithmes diagnostiques. Et les algorithmes diagnostiques, ils existent. Ils ne sont pas performants. Mais c'est l'un des vôtres qui vient de nous montrer l'intérêt de l'intelligence artificielle. C'est l'un de vôtres qui vient de nous démontrer que c'est probablement cela qui va remplacer notre raisonnement parce que notre cerveau ne va pas aussi vite que la machine. Et donc il est urgent
que vous introduisiez vos données de tous les jours pour que vous arriviez au bout du compte à quelque chose qui fera mieux que ce que nous faisons nous, c'est-à-dire il a un petit peu voyagé, il a un petit peu eu des antibiotiques, 33% de carbapénème, donc le risque est X ou Y. La machine fera mieux et c'est là où nous pourrons avancer. Voilà ce que je voulais vous raconter et vous dire. Vous avez bien vu, je suis un gilet jaune pour cette présentation et je peux vous dire que dès le moment où cette présentation sera en ligne, j'ai assuré mon bûcher. Je vous remercie, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci énormément, professeur Zahar. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Tu attrapes? Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, j'ai une petite question sur le personnel soignant. Est-ce qu'on a une idée des niveaux de colonisation du personnel soignant? Excellente question. Et de l'attitude d'antibiothérapie probabiliste à avoir chez des gens soignants au contact du malade en cas d'infection grave? Excellente question. Il y a des études anciennes qui ont été faites en Allemagne qui suggèrent que dans les structures aiguës, c'est-à-dire la réanimation, la médecine, la prévalence est équivalente à la population générale, c'est-à-dire en France entre 5 à 7%. Par contre, là où la prévalence augmente, c'est éventuellement dans les EHPAD, voilà, où là le risque est plus élevé parce que la durée de contact avec les patients est différente, la prise en charge est tout à fait différente. En pratique, je pense que la notion de soignant ne doit pas modifier le choix d'une antibiothérapie. Le risque aujourd'hui en communautaire de faire une infection à BLSE, qui est, la prévalence est de l'ordre de 5 à 10% en France, là, le risque, il est entre 3 à 6%. Quand vous voyez un malade qui a une pyélonéphrite avec un choc septique, la probabilité que ce soit une BLSE, elle est de 3 à 6%. Voilà. Il y a une question derrière. Oui. Si c'est possible de faire passer. Merci. Donc moi, ma question, c'était clairance des... Donc quand on acquiert une BMR, clairance de cette BMR, même s'il n'y a pas d'infection. Et la deuxième question, c'est intérêt d'une décontamination digestive. Merci beaucoup pour cette question. Pour les deux d'ailleurs, toutes les deux. Alors la première, dans le papier sur les voyageurs, vous avez moins de 20% de la population qui est encore porteuse à 3 mois. Ce sont des personnes saines qui finalement sont parties, ont mangé du street food, ont fait un voyage à sac à dos et donc ils finissent par se décoloniser. Et visiblement, on a l'impression que la décolonisation dépend de la concentration initiale qu'on a acquis. D'accord ? Si vous prenez les populations de patients hospitalisés, il y a deux situations. Soit ils ont une pression de soins continue et donc ils mettent beaucoup plus de temps. Et vous avez des papiers qui montrent qu'à 20% d'entre eux sont encore porteurs à 1 an. Soit ils reçoivent des antibiotiques et la probabilité qu'ils s'en débarrassent, elle est extrêmement faible parce que l'antibiothérapie séquentielle qu'ils vont recevoir donne un avantage sélectif à la bactérie résistante. Ceci dit, et pour être clair, ce que nous avons dans la littérature, ce n'est pas une disparition certaine, c'est une disparition au regard du seuil de détection que nous avons, parce que les études ont été faites sur de l'écouvillonnage, et que probablement si on faisait de l'enrichissement des sels, ou si on faisait de la biologie moléculaire, on reverrait quelque chose à minima. Pourquoi je vous dis ça? Parce que d'un point de vue fondamental, il n'y a pas de coût de coût énergétique pour la bactérie. Donc il n'y a pas de raison qu'elle s'en débarrasse, la bactérie, si elle est porteuse du mécanisme de résistance. Donc en pratique, on ne la voit plus chez les sains, que 20% d'entre eux au-delà du 3e mois et 10% au-delà du 6e mois. Et pour les patients qui ont un suivi, on peut la voir, 20% d'entre eux pour être encore visiblement porteurs à 1 an. Voilà. Alors sur la DDS, alors là, soit vous coupez les micros, soit c'est sûr, c'est pas le bûcher, on va me tuer. En France, on ne peut pas parler de DDS. C'est tabou. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas évoquer. Et pourtant, on a une équipe à Rennes qui fait de la DDS depuis plus de 10 ans et qui n'a pas plus de résistance qu'ailleurs. Toutes les données internationales autour de la DDS, qui sont essentiellement issues des équipes néerlandaises, ont suggéré un bénéfice en termes de réduction et des PAVM et de la mortalité, sans de conséquences de résistance visibles.
il y a sur le plan moléculaire des conséquences sur la résistance, mais pas plus de BMR dans les groupes qui reçoivent de la DDS ou pas. Et il y a un papier tout récent de la littérature dans JAMA, qui est une étude multicentrique, effectuée dans des pays où la résistance est supérieure à 10%, qui suggère que la décontamination digestive sélective ne diminue pas le risque, entre guillemets, comparativement à l'absence de DDS. Et ce qui fait que les Français que nous sommes, et que je suis, sont montés en disant « c'est génial, il faut laisser tomber la DDS, c'est une bêtise ». Le problème de cette étude-là, c'est que la DDS, en général, est accompagnée d'une antibiothérapie par voie systémique les 4 premiers jours. Et que la question qui peut être posée, c'est est-ce que cette antibiothérapie, c'est elle qui réduit le risque majeur de PAVM comparativement à la DDS. Et le deuxième, c'est que nous avons des études fondamentales qui datent depuis les années 80, qui montrent très bien qu'en réanimation, et y compris sur les modèles animaux, la survenue de l'infection est liée à la concentration bactérienne. Et qu'en réduisant la concentration bactérienne, vous réduisez ce risque-là. C'est toutes ces études sur la décontamination cutanée. Lorsque vous lavez votre malade à la chlorhexidine, vous faites simplement baisser l'inoculum bactérien qui est sur la peau. Et donc moi, je suis défendeur de la décontamination digestive sélective. C'est-à-dire que je veux essayer de monter un projet pour montrer l'intérêt, à condition que tout le reste soit fait. Je ne pense pas que les conséquences écologiques soient aussi importantes. Et je prends le pari que si on regardait les volumes prescrits sur DDS en définissant les patients au regard des consommations antibiotiques qu'on peut mettre devant les suspicions d'infection ou les infections réelles, en réduisant un nombre d'infections, on réduira globalement la consommation des antibiotiques. Mais surtout, en dehors de Rennes, ne parlez pas de DS en France, vous n'irez pas jusqu'à un poste de chef de clinique, on vous assassinera. D'accord ? Mais très clairement, je vous amène à lire sur cette... Et personnellement, par exemple, j'ai des collègues et des amis qui travaillent à Beaujon sur les patients transplantés. On est en train de refaire la littérature là-dessus pour expliquer que chez les transplantés, nous pensons que la DDS a un rôle fondamental pour réduire le risque qui survient entre le 6e et le 16e jour, c'est-à-dire vraiment le risque où là, la bactériémie, l'infection urinaire est extrêmement prévalente. Voilà. Bien, attention, c'est plus touchy que les gilets jaunes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'avais juste une question, si je peux me permettre. Il y a, sur l'épargne des carbapénèmes, on en parle beaucoup. Merci. On utilisait notamment la TASO depuis quelques années en disant que ça pouvait, notamment pour les PLSE qui avaient une CMI qui était basse. Et puis il y a l'étude Merino qui est sortie il n'y a pas longtemps. Super. On en fait quoi maintenant ? Alors, c'est ce que j'ai essayé de vous faire transparaître à travers ce que je voulais vous montrer. Les conséquences écologiques des antibiotiques, on ne connaît pas grand-chose. Pourquoi on ne connaît pas grand-chose ? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Si vous prenez des populations de patients qui hospitalisés et vous évaluez le poids de tel ou tel antibiotique, il y a beaucoup de facteurs confondants, dont ce qui s'est passé préalablement. Quand on a proposé l'alternative au carbapénème, c'est parti d'un bon sentiment qui disait que les carbapénèmes sont les antibiotiques dits de réserve et que si on prescrivait trop les carbapénèmes, il y aurait de l'émergence de résistance et notamment des carbapénémases. Alors concernant ce premier point, c'est totalement faux parce que les carbapénémases, je vous ai montré un petit peu sur un graphique, sont résistants à tous les antibiotiques. Et donc si vous êtes porteur d'une carbapénémase, que je vous donne de l'amoxicilline ou des carbapénèmes, je vais sélectionner votre carbapénémase. Donc ça, c'est le premier élément, c'est faux. Deuxième élément, c'est les 2 papiers d'Étienne Ruppé qui ont bien montré que finalement, quand vous regardez le microbiote intestinal, eh ben, les carbapénèmes, notamment l'imipénème, a très peu d'effet. Mais pourquoi ? Parce que la concentration digestive est extrêmement faible. Il y a moins de 2% des carbapénèmes qui circulent dans le tube digestif. Et si vous voulez aller regarder les vrais papiers, regardez les papiers initiaux qui ont été faits chez les patients sains et chez lesquels on a regardé comment ça diffusait et quelles étaient les conséquences. Et donc, effectivement, partie de ce principe-là, le monde entier a dit il ne faut pas utiliser les carbapénèmes, il faut utiliser une alternative qui aura moins de conséquences écologiques. Sauf que, vous allez m'expliquer, le phylum bactérien qui protège de l'acquisition des bactéries multirésistantes, ce sont les anaérobies. Et la tazocilline, si j'ai bon souvenir, a un extrêmement bon spectre sur les anaérobies. Et ça diffuse très très bien dans le tube digestif. Et c'est quand même le facteur de risque associé à l'émergence d'entérocoques résistants à la vanco. Mais ça, on l'a oublié parce que la peur est très mauvaise conseillère.
Et donc pendant très très longtemps, on a dit qu'on pouvait traiter les patients par tazocilline. Et là, il y a une étude randomisée qui suggère, alors c'est une étude de non-infériorité, et qui montre que les deux ne sont pas, enfin la non-infériorité n'est pas acquise, il y a une surmortalité dans le groupe tazocilline. La mortalité n'est pas liée à l'infection directement. C'est très difficile de trouver si la mortalité est liée à l'infection ou pas. Mais très clairement, dans un groupe, il y a 12% de mortalité et dans l'autre groupe, il y a 3% de mortalité. Ce qui remet en cause tout. Mais ce que je souhaite que vous remettiez en cause, c'est que quand on fait une antibiothérapie, l'objectif, c'est de choisir le meilleur antibiotique pour le malade qui est infecté. Notre rôle, c'est de définir qui sont les malades qui vont être infectés par tel ou tel mécanisme de résistance et leur mettre le meilleur antibiotique connu, jusqu'à que l'on prouve un jour que 2 classes antibiotiques sont équivalentes. Ça, c'est mon premier message. Et donc, clairement, ça fait des années que je défends dans les congrès le fait que si je suis infecté à BLSE et que vous me mettez autre chose que des carbapénem, je vous traînerai en justice. Si je suis infecté à BLSE. Et la vraie question qui nous est posée, nous, c'est comment faisons-nous pour identifier parmi les patients colonisés ou non colonisés ceux qui sont infectés à BLSE. Et c'est là votre rôle. C'est là où nous devons colliger des données pour arriver à ce que vous avez fait, ou un des vôtres a fait à Londres, des systèmes d'intelligence artificielle qui permettront de se tromper avec une probabilité extrêmement faible. Et nous sommes capables de le faire. Et donc ma réponse, c'est la seule étude randomisée qui montre que ce n'est pas non inférieur, entre guillemets, et il y a une surmortalité dans le groupe tazo. Donc pour moi, et pour les malades les plus graves, ce sera toujours des carbapénem. Et là, c'est plus le bûcher, je pense que c'est retour à domicile. Je prends le premier charter.